Il y a, je pense que d'ici une heure, là, va s'amorcer la première réunion. Je dis la première parce qu'il y en aura sans doute d'autres. On ne réglera pas tout ça d'un coup. Mais des leaders pour étudier la rentrée parlementaire, le statut de chacun des partis. Qu'est-ce qu'on va faire avec les 11 députés de Québec solidaire? Qu'est-ce qu'on va faire avec les 3 députés du Parti québécois? Est-ce qu'on va leur accorder un statut de groupe parlementaire? Budget de recherche, temps de parole? Est-ce qu'on va leur accorder un statut hybride? On se souvient qu'il y a 4 ans, ça avait été fait. Là, on avait donné à la fois au Québec solidaire et au PQ, qui avaient chacun 10 sièges. On leur avait donné un statut de groupe parlementaire, même s'ils ne remplissaient pas toutes les conditions prévues au règlement. On va en parler tout de suite de ça et évidemment du serment au roi avec le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Bonjour. Bonjour. Le président actuel de l'Assemblée, évidemment, qui est président jusqu'à temps qu'on en nomme un autre, François Paradis, a rendu une décision hier. Vous ne pourrez pas siéger, selon lui, sans prêter serment. Les 3 députés du Parti québécois se conduisent comment à partir de cette réponse-là? Bien, c'est une opinion qui soulève des questions très sérieuses. On a un président qui n'est plus élu, et ce n'est pas lui le président de la prochaine législature, et qui, là, de manière non sollicitée, sort une opinion juridique. Ça ressemble drôlement à une commande politique parce que la CAQ nous a déjà indiqué ne pas vouloir collaborer sur la question du serment au roi d'Angleterre. Et donc, se posent les questions suivantes. Est-ce que M. Paradis a été sollicité par le gouvernement pour livrer cette opinion-là? Et puisqu'il n'est pas juriste, mais bien journaliste, est-ce que c'est lui-même qui s'est improvisé comme juriste ou est-ce que ce sont des avocats qui ont rédigé cette opinion? Si oui, on veut savoir qui, parce que l'opinion contredit celle d'une douzaine de professeurs de droit et de constitutionnalistes de toutes les universités au Québec qui prétendent, comme nous au Parti québécois, qu'on peut passer une motion et en finir avec le serment du roi. Rappelons également que le 3/4 de la population québécoise est derrière nous là-dessus. Donc, est-ce qu'on est devant une commande politique? Vraisemblablement. Et si ce n'est pas le cas, on demande à François Paradis de bien vouloir accepter les demandes d'entrevue, ne pas se cacher aujourd'hui et répondre à ces questions fondamentales qui portent sur la politisation de ce qui ne devrait pas être politisé. Il y a deux ingrédients à votre réponse. L'aspect juridique, je pense que vous posez une question dont vous connaissez la réponse. Là. Il y a des services juridiques à l'Assemblée nationale avec au sommet de la pyramide le secrétaire général de l'Assemblée. Dans toutes les décisions des présidents, de tous les présidents que j'ai connus, ce sont toujours ces gens-là qui font le droit, qui établissent le droit, qui lisent les précédents, oui, qui conseillent le président. À nuance près. Vous connaissez ça, vous connaissez la réponse. Pourquoi soulever ça comme si c'était comme une fausse question? Parce que le secrétaire... Non, c'est faux. Parce que le secrétaire général s'est déjà prononcé dans une lettre dans laquelle il dit un acte de l'Assemblée nationale pourrait changer la pratique. Donc, la porte est ouverte par le secrétaire général. Ouais. Et là vient l'intervention d'un député élu sous la bannière de la CAQ qui n'est plus élu et qui, sans être sollicité, nous arrive avec une opinion juridique qui contredit tous les professeurs de droit et les constitutionnalistes. Ça soulève de véritables questions sur la politisation là, il y en a de la présidence. Il y en a toutes les opinions. C'est les seuls qui comptent, c'est ceux qui travaillent à l'Assemblée nationale, là, qui interprètent le droit parlementaire pour l'Assemblée nationale. Et le secrétaire général, à ma connaissance, il a dit la même chose que le président. Il a dit effectivement qu'un acte de l'Assemblée pourrait changer ça, mais l'Assemblée ne peut pas faire un acte tant qu'elle ne siège pas. Donc, François Paradis, le président actuel, vous dit, bien là, pour siéger, le jour 1, là, la première minute pour siéger, il faudra avoir prêté serment. C'est pas incompatible du tout, là. Et il va beaucoup plus loin, là. Il donne des instructions au sergent d'armes, alors qu'il n'est pas le président de la prochaine législature. Et c'est quand même... Ouais. Je pense qu'il doit minimalement ne pas se cacher et répondre à ces questions-là. Est-ce que c'est une commande du gouvernement? Est-ce qu'il a été en contact avec le gouvernement? Et s'il contredit tous les juristes sur cette question-là, bien, qui sont les avocats qui se sont penchés là-dessus? Il me semble que c'est la base en termes de transparence, parce que sinon, ça soulève la question de la politisation de la présidence, un peu comme on a connu la politisation de la santé publique durant la pandémie, la politisation de certaines instances régionales, où la CAQ, disons, la CAQ a toujours été très entreprenante pour dire aux institutions quoi faire, et c'est ce qu'on craint dans ce dossier-là. C'est assez grave, le terrain sur lequel vous allez. D'abord, vous ne croyez plus au président de l'Assemblée nationale. Mettons que c'était pas vrai, mettons que ce serait vu comme un comportement adolescent et enfantin d'avoir accusé de partisanerie le président. Il est toujours président jusqu'à temps qu'on en nomme un autre.
m'accuser de partisanerie. Écoutez, si c'est vrai, c'est extrêmement grave, là, j'en conviens. Mais vous lancez ça comme ça, et vous avez-vous des... Ben, Puis est-ce que le prochain président de l'Assemblée nationale qui sera issu de la CAQ, est-ce que vous décidez déjà, quel qu'il soit, que vous ne respecterez pas son autorité, vous allez le considérer comme... Sincèrement, j'ai siégé à l'Assemblée, j'ai jamais entendu ça, là, une attaque frontale comme ça contre la partisanerie d'un président, j'ai jamais entendu ça, là. Bien, faut distinguer ce que vous dites puis ce que je dis. Là. Moi, je n'ai pas dit que le prochain président, je faisais une attaque. Je vous dis pourquoi un président qui n'est plus élu et donc ne représente plus l'Assemblée nationale de son propre chef, sans être sollicité, donne des instructions à la prochaine législature. Il n'en fait pas partie. Donc, les questions que je pose sont très légitimes. Qu'il ne se cache pas et qu'il réponde aux questions des journalistes. Ce n'est pas une attaque frontale, c'est une demande de transparence sur le fonctionnement de nos institutions. Parce que l'opinion juridique, à sa face même, elle est douteuse, là. Elle contredit les professeurs et elle cite les professeurs qui se sont déjà prononcés contre cette question-là. Ça, là, mais vous avez trouvé un groupe de professeurs fort crédibles, là, qui défendent une thèse fort crédible. De mais toutes les universités québécoises. Toute la jurisprudence de l'Assemblée nationale, là, de tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai vu de jurisprudence de l'Assemblée nationale, même si je trouve ça absurde moi-même, là, le serment au roi, je suis pas en train de le défendre, mais toute la jurisprudence va dans le sens que c'est plate, c'est un peu ridicule, mais c'est comme ça. Si tu ne prêtes pas serment à la couronne, là, Monsieur Dumont, si vous voulez comparer votre opinion à celle des 12 professeurs de droit représentant toutes les universités au Québec, c'est votre droit, là. Mais moi, je vous dis que ceux qui font ça de leur vie ne pensent pas ce que vous venez de dire. Et ils nous offrent une solution. Si on est tous de bonne foi, là, ils nous offrent une solution qui nous permettrait d'en finir avec le serment roi. Il faut siéger. Ils vous offrent une solution, mais pour appliquer la solution, il faut voter une motion ou une loi, puis pour ça, il faut être assis à l'Assemblée nationale. C'est ça le danger. En fait, le jour 1, vous ne serez pas assis pour faire partie de la solution si vous ne faites pas le compromis d'abord de prêter serment. C'est un peu ce qu'on dit, là. Non, ce n'est pas exact non plus. La CAQ a le pouvoir, comme gouvernement majoritaire, de passer une résolution qui clarifie cet aspect-là de manière à ce qu'on ne soit pas dans une situation absurde où des policiers empêchent des élus dûment là, choisis par le peuple d'entrer au Salon Bleu. Donc, oui, la CAQ peut agir d'elle-même et clarifier ça, mais elle choisit de clarifier ça en fermant la porte. Et c'est vraiment inexplicable que le président sortant, qui n'est pas élu, ferme cette porte-là, alors que ce n'est pas lui le président de la prochaine législature. Mais comme la prochaine... Parce qu'on est un peu dans un... La prochaine législature commence quand on élit le nouveau président. Quand on élit le nouveau président, il y a des députés qui sont déjà assis dans l'Assemblée. Pour élire le nouveau président, il faut que les députés aillent s'asseoir au Salon Bleu, là, ne serait-ce que pour l'acte d'élire le prochain président. Alors, qui décide à ce moment-là de ceux qui ont le droit ou pas de s'asseoir au Salon Bleu? C'est un peu complexe, je comprends, là, mais la seule réponse qui vient, bien, c'est le président qui est encore là, qui est le précédent. Là. Je comprends la complexité puis le bizarre de ça, qu'il ne s'est même pas représenté, il n'est même plus député, mais il est le président d'exercice pour l'instant. Jusqu'à temps qu'on en élise un autre. Monsieur Dumont, là, on est un peu dans du niaisage. Là. Ça prend 24 heures. Le gouvernement rentre, il passe une motion, ça prend 15 minutes. Merci, bonsoir. C'est du niaisage. Je suis désolé, là. Il y a une solution, elle est là, mais la CAQ n'a pas de volonté politique parce qu'elle ne veut pas prêter serment au roi et ensuite voir d'autres députés ne pas prêter ce serment. Ils nous l'ont dit explicitement. Donc, c'est une question de bonne foi, c'est pas une question de technicalité. Là. Si tout le monde est de bonne foi, vraiment, ça prend 24 heures à régler cette question-là. Et pour toutes les générations suivantes de politiciens, on aurait pu ce moment malaisant, humiliant, de prêter serment à un roi d'une couronne étrangère. Je vous ai entendu tantôt parler de la police. Est-ce que j'entends que votre intention, le 29 novembre, advenant qu'il n'y a rien qui soit réglé, qu'on soit au même point, est-ce que je crois que votre intention serait d'être assis au Salon Bleu, de traverser les portes et de forcer la sergente d'armes, comme c'est écrit là, dans la vie juridique, à forcer la sergente d'armes à utiliser les forces policières et à sortir les députés du Parti québécois, manu militari? Non, on ne se commet pas à ça. Écoutez, il reste plusieurs semaines devant nous, puis il n'y a pas que ce sujet-là. Donc, la CAQ n'a pas collaboré sur la réforme du mode de scrutin, ne veut pas collaborer sur le serment au roi, mais également, puis comme vous le mentionnez en début d'entrevue, ne nous reconnaît pas comme parti d'opposition.
avec ce que ça implique La de première budget. rencontre n'a pas eu lieu, là, elle va être dans 50 minutes. Vous êtes bien pessimiste? On a eu des rencontres téléphoniques avec M. Jolin Barrette déjà. Et ses intentions sont annoncées et ressemblent étrangement à celles du Parti libéral. Donc, il y a tout ça qui se joue. Puis moi, je vous rappelle que si on cumule les votes du Parti québécois, du Parti conservateur et de Québec solidaire, ce sont 43 des électeurs qui n'auraient pas de représentation, n'auraient pas de moyens de fonctionner pour représenter les gens qui ont voté pour eux. Donc, on tombe dans des questions assez sérieuses sur la bonne foi, la volonté de collaborer de la CAQ. Elle a 90 députés et à date, disons qu'elle se comporte vraiment comme un parti qui a la totalité du pouvoir et qui le sait. Est-ce que vous craignez, je vais revenir après sur ça, là, mais est-ce que vous craignez d'être traité différemment de Québec solidaire? Parce que quand même, au nombre de députés, Québec solidaire... La dernière fois, c'était 10-10, c'était assez facile, on a traité les deux pareils. Mais là, c'est 11-3. Là. Québec solidaire peut dire, regarde, moi, j'étais reconnu comme groupe parlementaire à 10, ça serait bien fou que vous ne me reconnaissiez pas à 11. Mais à 3 députés, j'ai fait l'histoire. Je pense pas que jamais personne n'a été reconnu comme groupe parlementaire. Avez-vous peur que Québec solidaire se désolidarise de vous, obtienne ça, puis vous laisse traîner en arrière? Bien, ils ont déjà pris position pour dire que le Parti québécois devrait être reconnu. Donc, ce serait surprenant qu'ils changent leur position. De mémoire, puis ça, c'est vous qui pouvez me le dire, l'ADQ, je pense, a été reconnue à 4 députés. Mais pas avec 6. Donc, le double de députés. Avec 4, n'avait pas été reconnu. Avait eu un statut hybride. Quand je dis pas reconnu, t'es pas reconnu comme un groupe parlementaire, quand même certains temps de parole minimaux, puis un certain budget de recherche. Mais là, vous, c'est pas ce que vous recherchez. Vous recherchez une vraie reconnaissance. Là. C'est parce qu'on a obtenu plus de votes que le Parti libéral, qui va obtenir, là, si jamais on n'est pas reconnu, 20 fois plus de budget que nous, tout le temps d'antenne. Ne pas être reconnu, c'est rendre l'existence d'un parti politique quasi impossible dans la joute parlementaire, et ce pendant 4 ans. Donc, compte tenu qu'on a obtenu 15 à peu près le même score que Québec solidaire et davantage que les libéraux, ça va de soi qu'on n'en ajoutera pas. Là. Il y a déjà une injustice au niveau de la distorsion du mode de scrutin. Si en plus on coupe les budgets puis on coupe le micro, bien là, c'est intentionnel. C'est-à-dire qu'on s'attaque d'une certaine manière à la démocratie, à la capacité de chaque voix d'être entendue minimalement à l'Assemblée nationale. Mais autant j'appuie la légitimité de vos demandes là-dessus, autant je me demande, tu sais, des fois on dit dans la vie, il faut choisir ses batailles, là. Est-ce que la bataille du serment, est-ce que toutes vos énergies, toute votre concentration, tous vos messages n'auraient pas dû être là-dessus, dire là, le PQ, il faut qu'on se donne les moyens de travailler pour les 4 prochaines années? Là, on a l'impression que la bataille pour le serment a pris plus de place, etc. Même ce matin, là, vous allez être avec Simon Jolin Barrette, vous allez probablement y parler quasiment plus du serment que de la question des budgets. Je veux dire, un peut aller avec l'autre, mais est-ce que vous n'avez pas comme mené une bataille de trop ou priorisé la mauvaise des deux batailles? Non, je vous dirais, en fait, Joël Arsenault n'a pas le mandat de parler du serment. Donc, la question est complètement exclue aujourd'hui. OK. Donc, c'est pas, du jour pour vous ce matin. Du tout. Puis nous, on ne travaille pas sur le serment. C'est ça qui est un peu bizarre en ce moment, c'est que nous, on ne met pas de temps sur le serment. On a une position, on la maintient. Mais les médias ont énormément d'intérêt pour cette question-là. Je présume que c'est parce que ça intéresse vos auditeurs. Mais nous, dans la vie, là, que ce soit pour l'autoroute, le tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine, les urgences ou le chemin Roxham, on occupe le terrain, puis on fait notre travail, puis on met pas de temps sur le serment. On a juste une position. Et lorsque les journalistes nous demandent de s'expliquer, comme en ce moment, bien, on le fait, mais on ne met pas de temps là-dessus. Ça ne nécessite pas de temps supplémentaire, à part maintenir une position qui est connue depuis quand même très longtemps. Je conclue sur la question de votre reconnaissance, parce que je vous dis, vous avez commencé la discussion très pessimiste en disant au gouvernement, on nous a déjà dit qu'on ne voulait pas nous reconnaître. Est-ce que vous pensez que c'est une position de négociation? Êtes-vous à ce point pessimiste? Vous pensez que l'autre question qu'on se pose, est-ce qu'au Parti libéral, on est vraiment concentré là-dessus ce matin? Ils ont leurs propres problèmes. Mais est-ce que vous pensez que le gouvernement et le Parti libéral pourraient bouger et d'une position de négociation arriver à une entente acceptable? Il ne faut pas être pessimiste. Historiquement, apparemment, que ça commence toujours très mal puis que ça finit par une entente. Mais c'est important de mentionner parce qu'on pensait que c'était que le Parti libéral qui ne voulait pas reconnaître Québec solidaire et le Parti québécois. Là, en fait, on se rend compte que la CAQ également a une position très similaire. Et donc, ça doit être su parce que le gouvernement a beaucoup plus de pouvoir là-dedans que le Parti libéral. Et on vous tiendra au courant des négociations. Mais non, il ne faut pas fermer la porte à une entente. De la même manière que sur le serment au roi, plutôt que de me commettre à poser un geste d'éclat,
je continue à demander de la bonne foi. Je dis à la CAQ, écoutez, là, vous ne pouvez pas nier ce que vous savez vous-même, à savoir que ce serment-là, le 3/4 des Québécois en veulent plus pour de bonnes raisons, et il y a une solution. Soyez minimalement de bonne foi. Considérez l'existence des autres partis. Vous n'êtes pas seul à l'Assemblée nationale, puis on a encore quelques semaines, donc on va continuer dans une posture de bonne foi et de négociation dans l'espoir de trouver une voie de passage. Sur un tout autre sujet, qu'est-ce que vous pensez des cibles annoncées hier par le ministre fédéral de l'Immigration, M. Fraser, pour le Canada, allant jusqu'à 500 000, un demi-million de nouveaux arrivants en 2025? Est-ce que vous les jugez compatibles avec l'avenir du français au Canada et avec l'éventuelle politique de l'immigration du Québec? C'est absolument incompatible, je l'ai dit en campagne électorale. Donc, on parle de plus de 100 000 personnes au lieu du 50 000 actuel qui est déjà en cause là, quand on regarde le recul du français dans la région de Montréal. Et ça s'ajoute au chemin Roxham et à l'immigration temporaire. Donc là, on est en train de parler de 300 000, environ plus que 300 000 personnes par année. C'est nettement au-dessus de notre capacité d'accueil en français, mais également notre capacité d'accueil au niveau du logement, au niveau des services sociaux, notre capacité de financer. Et il faut se poser la question dans le cas du chemin Roxham, là, parce que c'est intentionnel de la part d'Ottawa. On ouvre un système d'entrée irrégulière et ce sont des donateurs du Parti libéral du Canada qui opèrent ça. Donc, moi, je pense qu'on est vis-à-vis le prochain scandale des commandites, mais je pense également qu'on est devant une entreprise de déstabilisation, de déstructuration du Québec par le Parti libéral du Canada et Ottawa. Ce n'est pas durable. Et on frappe aussi la limite de la CAQ. C'est-à-dire que la CAQ répond toujours par plus de fédéralisme, on va trouver une entente. Ça fait 4 ans qu'ils disent ça, puis plus le temps avance, plus tout le monde se rend compte que tant qu'on n'aura pas nous-mêmes le contrôle sur les frontières, sur les budgets en santé, sur toutes les questions qui nous importent, bien, le fédéral va faire à sa tête et on n'a pas de pouvoir de négociation parce qu'on n'est même pas capable à la CAQ de nommer le mot indépendance. Donc, les libéraux fédéraux font ce qu'ils veulent. Et ça donne des résultats qui vraiment vont fragiliser le français au cours des prochaines années si on ne fait rien. Paul Saint-Pierre Plamondon, merci d'avoir été là. Au revoir. Au plaisir.